Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée et que vous allez apprécier la vidéo que je vous propose aujourd'hui. Ce week-end avait lieu le championnat de France 2024 de Yu-Gi-Oh! À Caen, et si c'était l'occasion de vous rencontrer et de revoir pas mal de têtes que j'ai l'habitude de voir sur le circuit, c'était surtout l'occasion de ressortir les cartes pour essayer de choper la couronne, le titre de champion de France. Bien que j'ai joué Snake Eye pendant la plupart des tournois depuis que le deck est sorti, eh bien j'ai choisi cette fois-ci de jouer Melodius, ce qui n'était pas le choix principal de la Royal Team, mais ce qui était plutôt le résultat de la réflexion d'un groupe réduit de personnes, dont notamment Donovan Leblanc et surtout Thibaut Pelco qui a été l'instigateur de cette réflexion. C'est maintenant mes acolytes depuis un peu plus de 2 mois parce que ça fait un bon moment qu'on est sur cette liste. Je vous en avais pas parlé en stream, j'en avais pas spécialement parlé outre mesure sur le Discord, mais sachez que ça faisait un petit moment qu'on bossait sur ce deck en pensant que c'était probablement un bon choix pour ce championnat de France. Au final, ce deck il semblait quand même être un choix solide contre Snake Eye parce que le board est assez complexe à out pour les decklists Snake Eye pur qui allaient probablement pulluler dans le tournoi. Et puis d'autre part, en fait, le deck il est tout simplement pas attendu. Quand on regarde dans la représentation finale, il y a très peu de joueurs qui ont décidé de s'orienter vers du Melodius pur, et donc du coup on se disait que ça pouvait créer un certain effet de surprise qui nous permette en fait de tirer notre épingle du jeu. Et puis enfin, il y a quelque chose qui est super important, c'est qu'actuellement on est dans un format Heavy and Trap, il y a énormément de decks qui jouent 12 à 15 free spots, et le deck Melodius il a quand même une certaine facilité à passer au travers de ces interruptions. Il va très rarement se faire interrompre par une seule carte et il va souvent générer très rapidement des ressources, notamment grâce à Ostinato, ce qui va permettre en fait de passer au travers de 1, 2 voire 3 interruptions dans les meilleurs cas et de finir tout de même sur un board. Avec cette liste j'ai réussi à faire top 128, malheureusement j'échoue aux portes du top 64, aux portes du top cut, puisque je perds la dernière ronde en stream tout seul, littéralement tout seul, donc avec quelqu'un d'un peu moins con et un peu moins fatigué, cette liste elle serait allée à minima en top 64. Il y a Dono également qui a bossé sur la liste, qui a fini aux portes du top, il perd également sur la dernière ronde, et en revanche Tib lui a réussi à se hisser jusqu'au top 32, donc franchement félicitations à lui, ça a été le premier qui nous a parlé de Melodius et qui nous a mis sur cette voie là, et c'est celui qui va le plus loin, au fond c'est beau. Si vous avez des questions sur ce deck ou bien sur les choix qu'on a effectués, n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans la section commentaires, ou sinon à venir me les poser directement en live, puisque je vous rappelle que je suis en live quasiment tous les après-midi sur Barcode TCG sur Twitch. Allez, assez parlé pour cette intro, on va plonger directement dans la deck profile. Et on va pouvoir commencer de suite avec le main deck, un main deck qui est à 40 cartes, il n'y a pas spécialement besoin d'être à plus, ça nous convenait parfaitement. Et la première carte qui est la plus importante du deck et que l'on va jouer en 3 exemplaires, c'est Ostinato. C'est un peu la branlée de fusion du deck, elle nous permet d'invoquer un monstre fusion depuis l'extra deck si on contrôle pas de monstres sur le terrain et d'envoyer directement les matos depuis notre deck au cimetière. Ce qui est incroyable avec cette carte là, c'est qu'elle n'est pas once per turn, donc si jamais vous la faites H, et bien vous avez la possibilité de réactiver une Ostinato, soit en allant la chercher avec votre pot de prospect, soit si vous l'avez déjà en main. Et ça c'est vraiment fantastique. Le deuxième one card combo, c'est First Movement. Alors First Movement, c'est Ostinato en un petit peu moins bien, dans le sens où cette carte-là, elle va nous lock en Melodius pendant tout le tour. Donc si on la joue, on n'a pas la possibilité de partir sur le meilleur board du deck, qui est Bagooska, plus Baka, plus Étoile, qui va nous permettre donc de bounce 2. Et puis au-delà de ça, c'est une carte qui est once per turn, donc si on se fait H, on n'a pas la possibilité de réactiver un deuxième First Movement. Cette carte, elle est incroyable également pour remonter le board contre Snake Eye, parce que si on a de quoi faire full combo et qu'on a en plus First Movement, on a la possibilité d'invoquer directement Arya sur notre terrain et on bypass littéralement 90% des interruptions puisque Arya empêche les monstres Melodius d'être targetés, ce qui est très problématique pour Snake Eye. Et puis enfin le dernier one card combo qu'on a joué, c'est Refrain. Alors Refrain, c'est l'une des 2 scales qui sont apparus lors de la dernière extension dans le support qui a été octroyé à Melodius. C'est vraiment une carte qui est super cool, son effet pendule il est cool parce qu'il permet de foolish en targetant un monstre fusion qu'on contrôle, donc d'aller rechercher des ressources intéressantes, et puis surtout à la norme ou à l'aspect on va pouvoir tuto un monstre Melodius, ce qui permet généralement d'ajouter Couplet qui est l'autre scale du deck et qui nous permet lorsqu'elle est ajoutée à la main, sauf quand on la draw dans la draw phase, et bien de spé directement un monstre Melodius de niveau 4 ou moins depuis notre main ou notre cimetière. Ça permet d'extend, ça permet également lorsqu'elle est en zone pendule d'aller tuto une magie ou piège d'archétype, notamment la magie de fusion qu'on va voir plus tard, Concerto que l'on joue en x1. Donc vraiment c'est des cartes qui sont très sympas pour le deck, qui permettent en fait en 2-3 cartes combo d'extend, de pouvoir passer au travers des interruptions, de pouvoir broyer les end traps littéralement.
On a décidé de jouer Soprano en 2 exemplaires, c'est une carte qui est vraiment intéressante. Alors Soprano, elle va tout simplement, lorsqu'elle est invoquée spécialement, récupérer un monstre Melodious depuis notre cimetière à notre main. Donc ça c'est once per turn, c'est un hard once. Mais en revanche, l'effet qui nous permet de fusionner en l'utilisant et en utilisant d'autres monstres sur le terrain, bah ça c'est juste un soft. C'est-à-dire qu'on peut cycler cette Soprano et faire plusieurs fusions, et c'est ce qu'on va essayer de faire pour tout simplement naviguer au travers des interruptions et essayer de construire notre board. On s'est tâté à en jouer une seule, mais on s'est rendu compte que d'une part, un Bestial Early sur Soprano pouvait être relativement ennuyeux si on n'en jouait qu'une seule, et puis on a des mains où on va absolument en vouloir 2, que ce soit pour notre combo ou bien pour le grind game. On a décidé de jouer donc les extenders, donc 3 Sonata. Alors 3 Sonata, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement que elle s'invoque spécialement depuis la main si on contrôle un monstre Melodious, et c'est pas once per turn. C'est-à-dire que si on en avait 46 en main, on pourrait invoquer 46 fois Sonata, il n'y a aucun souci là-dessus. Et au-delà de ça, c'est une carte qui va vous permettre de faciliter les OTK puisqu'elle donne 500 points d'attaque à tous les monstres Melodious sur le terrain. Et puis le 4e extender que l'on va jouer, ça va être Canon. Canon, c'est un level 4 qui t'invoque spécialement depuis la main, un petit peu comme Sonata si on contrôle un monstre Melodious. Et ça c'est once per turn, mais en fait on est obligé de la jouer parce que si on veut partir sur le board avec Bagooska, eh bien c'est une carte essentielle dans la loupe. Et puis les 2 derniers monstres d'archétype qu'on a décidé de jouer, alors c'est Chopina, on est obligé de la jouer, hein, cette Chopina. C'est pas vraiment une carte qu'on veut voir en main, c'est un peu une brique en soi, quand on la voit dans la main on n'est pas heureux, mais elle est quand même essentielle puisque eh bien, en soft once per turn on va pouvoir target un monstre Light Fairy dans notre cimetière et le rajouter en main. C'est incroyable parce que ça permet de récupérer des Herald par exemple, puisque vous allez voir on joue Herald of Orange Light qui est une entrap fantastique. Ça permet d'aller récupérer des Soprano, de récupérer des couplets que je vous ai présentés juste avant, qui va nous permettre d'invoquer spécialement depuis la main ou le cimetière. En fait, ça permet vraiment de loop toutes ces ressources, de récupérer les ressources du cimetière et d'avancer dans les combos. Et le fait que ce soit un soft, eh ben, on va pouvoir le faire 2-3 fois parfois par tour, ce qui est fantastique. Et puis enfin, le dernier monstre d'engine qu'on va jouer, ça va être Aria. Aria, elle est incroyable. Elle nous dit tout simplement que tant que cette carte invoquée spécialement est sur le terrain, eh bien on ne peut plus target les monstres Melodious sur le terrain et ils ne sont plus destructibles au combat, ce qui va permettre de renforcer énormément le board, et ce qui fait que par exemple Snake Eye n'a que très peu d'out à ce board. Rendez-vous bien compte, en gros, si Snake Eye ne peut pas target vos cartes, SP, le premier effet, c'est mort. Le deuxième effet d'Espi, c'est mort. Princess, c'est mort. Imperm, c'est mort. Veiler, c'est mort. Mourner, c'est mort. Et même l'effet de Flamberge d'ignition sur son tour est littéralement mort. Donc en fait, ça lui laisse que peu de solutions pour se débarrasser de votre board. Et c'est ce qui rend le deck Melodious une si bonne option, je trouve, dans le match-up. Et puis enfin, la dernière carte que l'on va jouer d'archétype, c'est Concerto. Concerto, c'est la magie de fusion d'archétype que l'on peut aller ajouter directement avec couplet depuis le deck à la main. Concerto va nous permettre de faire une fusion en envoyant donc des matos depuis notre terrain, mais également notre main et surtout les zones pendules. Et ce que je ne vous ai pas dit sur les 2 scales que je vous ai montré juste avant, eh bien c'est que ces scales, lorsqu'il y a un monstre fusion Melodious qui est invoqué sur le terrain, elles vont pouvoir se replacer depuis l'extra deck dans les zones pendules, et ça c'est incroyable parce que ça permet de cycler vos ressources, ça vous permet plus tard de faire des invocations pendules, de mieux tourner autour des interruptions. Cette carte est incroyable, et comme si ça suffisait pas, en gros on va pouvoir la replacer en dessous le deck pour draw 1 lorsqu'il y a un monstre fusion Melodious qui atterrit dans notre grave. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Ça permet d'aller rechercher des interruptions supplémentaires parce que vous allez le voir, on joue énormément d'interruptions. Bon, on joue également 3 pots de prospect, rien à dire, cette carte elle est incroyable, elle est encore dans le jeu, donc profitons-en. Ça permet d'aller chercher nos starters, ça permet d'aller chercher nos extenders, ça permet d'aller chercher des end-traps le cas échéant en fin de combo. Alors certains disent ouais ça conflicte avec la draw de Concerto, mais on s'en fout totalement parce qu'en fait la draw de Concerto on peut aller la chercher sur le tour adverse, donc il n'y a vraiment aucune raison de se priver de cette carte. J'ai vu des listes qui jouaient Desires notamment, je trouve ça inconcevable vraiment de jouer Desires dans ce deck parce qu'on a énormément de pièces de combo que l'on ne veut absolument pas bannir face down, donc pour moi c'est vraiment une hérésie de ne pas jouer prospect. Alors si vous avez bien compté, on est désormais à 24 cartes, ce qui fait qu'il nous reste 16 free spots dans ce deck, et au niveau des free spots, on a décidé de jouer déjà 3 Herald, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'une des meilleures cartes de ce deck, parce que ça negate pas simplement, ça negate détruit, ça surprend souvent, avoir un Gamma-like dans son deck, généralement les gens s'y attendent pas spécialement,
rapidement, et ça permet surtout à la fois de faire imperm sur le frame et en même temps de supprimer le body, ce qui est très important contre Snake Eye à mon avis. On a joué 3 H, donc ça c'est assez classique, 3 imperm, c'est classique pour Snake Eye, 3 Veiler, c'est les meilleurs end-trap actuellement. Et puis on a également choisi de jouer 2 ogres, alors 2 ogres qui étaient principalement pour le match-up Tenpai et puis également pour gérer le problème de la Apollousa. Lorsque la Apollousa en fait elle n'a pas été faite avec IP, donc il y a certaines loops qui font des Apollousa entre guillemets faibles, c'est-à-dire qui sont destructibles par effet de carte, et bien on a la possibilité de Ghost Ogre la Apo, puisque c'est le plus gros problème de notre deck, comme je vous l'ai dit. Si on passe la Apo, on a beaucoup plus de chances de gagner cette game en go second. La dernière end-trap qu'on joue, c'est une Mourner. La Mourner qui, du coup, se combine très bien aux autres end-traps et qui, surtout, est présente parce qu'on joue des cross-out dans le side. Donc, on voulait avoir la possibilité de cross-out cette Mourner, qui était une end-trap qui était relativement populaire, notamment contre Snake Eye. Et c'est la raison pour laquelle on l'a joué en one-off. Et puis, enfin, la carte de tricheur. On a décidé de la jouer main. J'étais un petit peu perplexe sur le fait de la jouer main parce que je me disais qu'il y avait beaucoup de match-up qui se la prenaient pas. Je me disais qu'il allait y avoir des Tenpai qui se la prenaient pas, que si tu tombes contre un Flunder, des trucs comme ça, du coup ta rivalerie elle est totalement morte. Et Tibi m'a convaincu, je vais pas vous mentir, il m'a convaincu. Ses arguments ont été très rapidement au sein de mon cerveau et j'ai choisi de jouer la rivalry main. Au final je pense que c'était quand même une bonne chose parce que les match-ups dans lesquels elle est morte, on n'a pas tant de problèmes que ça pour les battre, en dehors peut-être de Tenpai qui a été un deck qui était extrêmement puissant, bien évidemment en go second. Mais cette carte là elle stoppe totalement Snake Eye en go second contre Snake Eye. Littéralement vous essayez de break son board, il crame ses interruptions, notamment surtout la SP qui est très importante. Vous terminez votre tour, vous faites 7-1 cette rivalry, le mec en draw phase vous lui activez rivalry, il commence à bégayer de fou parce que il va être lock sur des types qu'il n'a pas spécialement envie de jouer par la suite, et vous pouvez remonter son board littéralement uniquement avec cette carte là. Donc même en game 1 je trouvais que ça avait un très bon impact et c'est la raison pour laquelle on a décidé tous les 3 de la jouer en main deck. Au niveau de l'extra deck, on joue bien évidemment à 15 cartes. L'une des plus importantes, c'est l'un de nos starters entre guillemets, c'est Baka. Quand on va faire Ostinato notamment, ou bien quand on va faire notre première fusion, c'est généralement celle-là qu'on va invoquer. Elle est vraiment cool, elle dit que les effets activés des monstres fusion Melodius ne peuvent pas être annulés tant qu'elle est sur le terrain, ce qui est vraiment sympa. Elle nous dit également qu'à l'invocation spéciale, elle va pouvoir invoquer spécialement un monstre Melodius depuis le deck, donc généralement on va invoquer la brique, la Chopina, et quand elle touche le cimetière, on va pouvoir réinvoquer un monstre Melodius depuis le cimetière, ce qui fait que généralement on peut passer au travers d'une interruption sur elle-même, même si on n'invoque pas spécialement depuis le deck. On joue 2 étoiles, alors ça c'est le boss monster entre guillemets, elle nous permet en fait tout simplement de bannir des monstres Melodius depuis notre terrain, et si on le souhaite de bounce jusqu'à autant de cartes face recto contrôlées par notre adversaire, donc directement dans sa main. Et quand elle quitte le terrain, elle c'est super cool parce qu'elle va pouvoir permettre d'invoquer depuis le deck ou l'extra deck, ce qui peut nous donner des solutions extrêmement intéressantes contre certains decks de la méta, comme par exemple le Tenpai, mais ça on va le voir juste après. On a le triple Didicro, Schuberta. Alors elle, son effet, c'est tout simplement de faire Didicro x3 dans l'un des cimetières. Donc on peut bannir jusqu'à 3 cartes depuis le cimetière de notre adversaire, et ça va lui permettre de gagner de l'attaque, donc on peut le faire en damage step, ce qui est très important contre certains decks de la méta. Et son effet, on peut le faire une seule fois tant qu'elle est face recto, mais étant donné qu'on va généralement la bannir avec étoile, on a la possibilité avec une Schuberta de bannir jusqu'à 6 cartes dans le tour depuis le cimetière de notre adversaire. Je vous ai parlé des options contre certains decks de la méta, et l'une d'elles, c'est Diva Fleur, la choriste de la musique. Alors cette carte là elle est super intéressante parce qu'elle nous dit qu'elle est ni destructible au combat ni destructible par effet de carte, et surtout si elle combat un monstre invoqué spécialement de notre adversaire, à l'issue de la damage step on va pouvoir tout simplement détruire le monstre attaquant et infliger la différence d'attaque entre Diva Fleur et le monstre attaquant en dommage à notre adversaire. Donc ça c'est vraiment super cool. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne prend pas de dommages de combat impliquant cette carte. Et donc du coup, lorsqu'on va se faire gérer étoile par exemple contre Tenpai, on va avoir la possibilité d'invoquer cette carte depuis l'extra deck, ce qui peut nous permettre de tempo, de ne pas nous faire OTK, et donc par la suite de riposter et à notre tour de le fumer le Tenpai. Au niveau des links, on va jouer 2 fois la link Blum Harmonist de Melodius Composer. Alors ça c'est une link qui est super intéressante,
mais c'est la deuxième carte qui nous lock en Melodious, donc ça c'est un petit peu le downside. Elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'à l'invocation, on va pouvoir discard 1 et on va pouvoir spé 2 Melodious de niveaux différents depuis notre deck. Donc c'est vraiment incroyable. Le problème, c'est que c'est dans des zones pointées, donc ça se prend Ghost Ogre, ça se prend Ashe, ça se prend Imperm, ça se prend Veiler. Littéralement, elle se prend tout, mais si jamais elle se résout, elle nous offre un plus qui est absolument incroyable. On a hésité à la jouer en x1 pour laisser la place à d'autres cartes dans l'extra deck. On avait notamment pensé à la fusion qui nous permet d'OTK. Mais en fait, on avait très peur des Snake Eye Kashtira qui pouvaient donc du coup nous bannir la seule et unique Link depuis notre extra deck grâce à l'effet de licorne. Et puis parfois au grind game, c'est une carte qui peut être intéressante et donc du coup on a décidé finalement de la jouer en x2 la veille du tournoi et au final, je suis relativement content de l'avoir joué en 2 exemplaires. On a décidé de jouer donc Gravity Controller. Alors il y a certains moments où on l'avait cut et en fait on s'est rendu compte que la carte est juste trop importante. Donc Gravity Controller, pour ceux qui connaissent pas, en fait on peut l'invoquer en utilisant un monstre qui est dans l'extra monster zone. En fait ça va nous permettre de l'invoquer en utilisant la Baka qui s'est fait par exemple Imperm et qui donc du coup ne sert à rien. On envoie donc du coup la Baka au cimetière, ça va nous permettre de réinvoquer spécialement notre refrain ou notre soprano, ce qui va nous permettre en fait de continuer nos combos et de quand même faire un board même si on s'est pris une interruption sur notre Baka. Au final il a été super cool, je vais pas mytho, il y a eu plusieurs fois où j'ai été obligé de passer par Gravity Controller pour continuer mes combos, donc je suis très content qu'il ait été dans la liste. Au niveau des links, on a décidé de jouer SP, bon elle est partout, hein, pas spécialement besoin d'expliquer, hein, la carte est vraiment très bien. Au-delà de ça, elle nous permet, si jamais on se prend une Imperm sur Baka, de terminer sur un board avec SP et Bagooska notamment. Je l'ai pas spécialement fait pendant ce tournoi là, mais dans les testings c'était relativement présent. Donc c'est une carte qui a tout à fait sa place. On joue Moon. Alors Moon, c'est tout simplement la carte qui nous permet de sortir des scénarios un peu compliqués, comme Skill Drain notamment, qui peut être extrêmement problématique pour notre deck. On joue la lézardose, enfin le lézardose exténué, voilà, le petit lézard. Alors le lézard, lui, en fait, il nous permet de vider notre board. Donc si jamais on a des bodies dont on souhaite se débarrasser parce qu'on a une ostinato en main ou des cartes de cet acabit-là, eh ben, on a la possibilité de faire lézardose. Et en fait, lui, il peut se cost, il va changer l'attaque d'un monstre sur le terrain, et en plus de ça, il va draw 1. Donc littéralement, il est incroyable. Et puis enfin, la dernière carte, c'est Bagooska. Bagooska qui fait partie du meilleur endboard du deck, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bagooska, Baka et Étoile. Ce qui va nous permettre de bounce 2 sur le terrain adversaire et d'avoir un Bagooska en plus, donc il doit vraiment par exemple avoir une droplet coste beaucoup ou bien un DRNM s'il souhaite s'en sortir, mais sinon c'est très compliqué de se sortir de cette situation là. Et puis enfin au niveau du side deck, donc les 15 cartes de side deck qu'on a choisi, on a choisi tout simplement d'avoir des cartes de Go First, donc 2 TTT, 3 cross out et le nib en target à cross out. Alors ça c'est principalement contre les match-ups qui jouent beaucoup d'entrap, parce qu'on s'est rendu compte que si notre board se résout, et bien dans ces cas-là, notre adversaire n'a que très peu de chances de s'en sortir. Donc pour que notre board se résolve, qu'est-ce qu'on fait? On joue des cartes de Go First, on joue les cross-out, on veut absolument éliminer les interruptions qui peuvent être problématiques, on veut avoir notre end board et surtout, on veut également avoir la possibilité de checker la main de l'adversaire avec TTT, donc avoir la possibilité en fait de le double punir le cas échéant. Si on a cross-out et TTT, c'est vraiment carré. Pour le coup, c'était des cartes qui ont été vraiment très bonnes. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans le tournoi justement de punir un adversaire qui était un petit peu trop véhément avec ses entraps, et du coup ça prend cross out, ça prend un TTT derrière qui a été cherché avec Prospect, genre c'est vraiment une dinguerie, c'est d'excellentes cartes et je ne regrette absolument pas de les avoir jouées contre les match-ups comme Snake Eye ou Voiceless Entrap. On a également choisi de jouer 3 Didi Crow. Alors normalement c'était des bestiales, sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait les beastheads ils laissaient un body sur notre terrain et que c'était beaucoup trop problématique, donc on s'est dit que probablement que les crocs étaient une bonne alternative. On voulait avoir cette carte qui permet de bannir depuis le cimetière, et les crocs en fait ils ont également la possibilité d'être plus polyvalents entre guillemets, puisqu'ils peuvent toucher littéralement n'importe quoi dans le grave. C'est à dire que ça peut toucher la target par exemple de fusion duplication contre un branded qu'on aurait interrompu, ça peut toucher sa target de trap quand il souhaite récupérer depuis le cimetière, donc vraiment ça peut toucher de multiples choses, et c'est vraiment ça qui nous a séduit, en plus du fait que ça ne laisse pas de body résiduel sur notre terrain. Quand on était go second contre Snake Eye, on rentrait habituellement ces 4 cartes, c'est-à-dire 2 Lightning Storm et 2 Dark Ruler. Alors les Lightning Storm et les Dark Ruler en fait ils sont là pour battre la Apollousa, puisque comme je vous ai dit c'est le problème principal, battre cette Apollousa. En fait le truc c'est que on a essayé d'autres free spots, on avait notamment essayé Evenly etc, sauf qu'on s'est rendu compte que le problème d'Evenly c'est que ça ne bat pas la Apo ni la Floodgate. Quand on active Evenly, le mec il va soit garder Apo soit garder la Floodgate, et on est toujours
toujours dans la même sauce, parce qu'on ne pourra pas passer les deux. Alors que Lightning Storm se combine beaucoup mieux avec tout ce qui est Entrap, puisqu'en fait il a plus comme rôle de terminer le travail, de finir le body résiduel qui est sur le terrain, par exemple la Apo, ou bien de terminer les back row si jamais on n'a pas pu il n'a pas pu en fait tout simplement faire de board. Donc Lightning Storm répondait beaucoup mieux à notre problématique, et les deux DRNM répondaient également très bien à notre problématique, puisque ça permet tout simplement de battre la Apollousa, même si elle est sous IP, on a la possibilité d'annuler tous ses compteurs, on a la possibilité d'annuler le Harbinger, parce qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup de versions avec ce Harbinger. Donc franchement des cartes qui ont été extraordinaires. Ça m'a notamment sauvé pour le coup, round 11, je tombe contre un Snake Eye, j'ai des entraps en main, mais je choisis de laisser faire full board, et le DRNM littéralement détruit totalement son board, et je remonte son board petit à petit pour l'outgrind. Vraiment cette carte elle a été fantastique, et je suis très heureux qu'on ait choisi de la mettre dans le deck la veille du tournoi. Et puis enfin il nous fallait une carte contre tous les match-up un peu bizarres du CDF. Cette carte là elle était principalement pour Tenpai de base, mais finalement on s'est rendu compte que ça pouvait être pratique contre d'autres decks. Ça peut être pratique contre Branded, c'est une très bonne carte contre le deck. Ça peut être pratique contre toutes les variantes de Chimera, contre Voiceless notamment si on déclare rituel. Donc franchement ça reste une bonne idée. Au final, je suis mitigé sur la carte, elle m'a pas tant servi que ça, elle m'a surtout servi dans le 3v3 qu'on a fait le vendredi, mais durant le main event, elle ne m'a quasiment jamais servi. Franchement, a posteriori, je pense que je n'aurais pas joué ces deux barrières dimensionnelles, mais c'était notre 14e et notre 15e carte, et elle aurait pu être utile dans certains setups. Bon, elle a jamais été utile. Du coup, c'est avec cette liste-là que du coup, je fais top 128 au CDF, et que le vendredi, nous faisons 4-0 au 3v3 avec le sieur Teto et Mister Antoine Charon, aka Boudinège. Franchement, c'était une liste qui était carré, je regrette pas du tout d'avoir joué Melodious, je suis même vraiment extrêmement satisfait du deck, comment il s'est comporté, des sensations que j'avais avec. Franchement j'étais heureux de jouer le deck toute la journée, et ça c'est extrêmement important dans un event, parce que c'est ce qui fait aller loin selon moi. C'est juste dommage que j'ai pas pu aller jusqu'au top 64, parce que je suis un troller, mais franchement je suis giga heureux d'avoir construit cette liste pendant un petit peu plus de 2 mois avec Dono, avec Tib. C'était un vrai plaisir, et je tiens à les remercier. Je tiens également à remercier toute la royalty pour le soutien qu'ils m'ont offert, pour toute l'aide tout simplement qu'ils m'ont apporté, et Gab bien sûr, mais également tous les autres. Il y a Boudi également qui a participé à la construction de la liste, et c'est un peu grâce à eux si on a réussi quand même à faire un résultat avec cette liste là. Et puis je tiens également à remercier toutes les personnes que j'ai vues lors de CDF. Alors là c'est pas lié à la construction de la liste, mais j'étais ravi de voir tout le monde. J'ai passé un super event, c'était juste un régal en fait de croiser tout le monde, de revoir les gens que j'ai l'habitude de voir, et puis de passer des bons moments. Franchement que du plaisir, que de la satisfaction, que du bonheur les gars. Et voilà, c'est fini pour la deck profile, j'espère que vous avez kiffé. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver quasiment tous les après-midi sur Twitch, sur Barcode TCG, et vous pouvez également rejoindre le Discord sur lequel j'organise des tournois classés extrêmement régulièrement, et également sur lequel il y a une ligue compétitive qui vous permet de grimper en elo, voilà, silver, gold, platine, master, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à venir, il y a une communauté qui est extrêmement active et qui n'attend que vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs.